Bonjour à tous, bienvenue dans ce 15e épisode de nos podcasts Talking Legal, dont l'objectif est de démystifier certaines matières juridiques. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Steve Pierret avec nous, qui est avocat chez PwC Legal, spécialisé en droit fiscal, mais encore plus particulièrement dans toutes les matières relatives aux litiges fiscaux, tant au plan administratif, on ne va pas trop rentrer dans le détail là-dedans, enfin, tu viendras peut-être là-dessus tout à l'heure, Steve, administratif, mais également, évidemment, judiciaire, devant les cours et tribunaux. Et aujourd'hui, c'est un sujet quand même très technique pour les gens qui ne sont pas du tout familiers avec ce genre de sujet. Il s'agit en fait des nouveautés en matière de délai de prescription. Je vais peut-être faire l'introduction sur ce qu'est un délai de prescription, Steve, avant que toi, tu rentres dans le vif du sujet. Mais donc, le délai de prescription, en fin de compte, ce sont des règles qui prévoient qu'à partir d'un certain moment, on ne peut plus... le fisc, ici, puisqu'on parle de l'administration fiscale ne peut plus contrôler ni imposer un éventuel supplément d'impôt à un contribuable. En fait, c'est un principe assez important de sécurité juridique, et on va le voir tout à l'heure parce que il y a des nouveautés, on a repédalé en arrière par rapport à des mesures qui ont été prises récemment, mais ça, je te laisserai évidemment couvrir. Mais évidemment, ça touche fondamentalement à la sécurité juridique. C'est vraiment un principe de droit essentiel de sécurité juridique pour le contribuable également, qui ne peut pas, ad vitam, se demander dans quelle mesure sa situation fiscale pourrait être revue ou ne pourrait pas l'être. Donc, il y a vraiment cette idée de prescription, c'est un droit quasiment fondamental qui est consacré et voilà, qui est vraiment très important, qui est une base juridique vraiment essentielle dans notre droit. Mais voilà, j'ai un petit peu dévié pour donner le contexte, mais Steve, bienvenue et merci de venir. Merci Olivier. Et de passer un peu de temps avec nous. On va peut-être commencer directement par les nouveautés. Quelle est la nouveauté la plus importante de l'été, je pense. Si je ne me trompe pas, c'est une loi qui date de cet été 2025. Oui, tout à fait. Comme tout le monde le sait, Olivier, la réforme fiscale est en cours. Certaines mesures sont déjà entrées en vigueur, et notamment une mesure en matière de procédure fiscale, c'est celle de l'accroissement d'impôts. Alors, initialement, en cas de contrôle fiscal, l'administration fiscale pouvait infliger un accroissement d'impôt de 10% en cas de première infraction. Elle pouvait également y renoncer. Alors, elle ne pouvait pas le faire de manière tout à fait arbitraire. Dans l'arrêté royal du CIR, il y a une liste avec première infraction 10%, etc. En matière TVA, c'était plus une instruction administrative. Je veux dire en mot simple et un peu en rigolant, plus on fraude, plus on paie d'accroissement. C'est bien ça, voilà, tout à fait. Voilà. Avec 50% d'accroissement en cas de première infraction pour intention frauduleuse. Aussi, oui. Évidemment, pour cette première infraction, l'administration fiscale pouvait décider d'y renoncer lorsque le contribuable était de bonne foi et dans une série de circonstances. Alors ici, avec la réforme, ce n'est plus un choix de l'administration fiscale, il y a véritablement une présomption de bonne foi du contribuable en cas de première infraction, et donc la charge de la preuve est inversée, et alors c'est l'administration fiscale qui devra démontrer la mauvaise foi du contribuable si elle souhaite lui infliger un accroissement en cas de première infraction. Ah oui, donc vraiment, il y a un renversement, donc, ce qui permet quand même... C'est un petit peu, quelque part, une reconnaissance du droit à l'erreur, notamment, pour le contribuable, quelque part, de ne pas être pénalisé dès la première infraction. Et il est vrai que les lois fiscales sont loin d'être faciles à appliquer au quotidien pour tout le monde. Ça, c'est quand même un grand changement. Oui, avec quelques nuances quand même. La première nuance, c'est que l'infraction va prendre rang. C'est-à-dire qu'en cas de nouvelle infraction dans les, disons, 3 ans qui suivent, eh bien, ce n'est pas 10% d'accroissement qui seront infligés, c'est 20%. L'infraction prend rang. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, quelque part, même si elle n'a pas été appliquée, elle prend rang dans le sens où elle sera prise en compte lors de la deuxième infraction pour passer directement à l'échelle de 20%. Exactement. C'est ça. Ouais. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour, par exemple, prenons une société, parce que c'est assez facile, on parle de 20% sur 25%. Donc, ça peut commencer à coûter fort cher. Et puis, évidemment, quand on parle de 50% en cas d'intention frauduleuse, Steve, là, on est carrément à la moitié de l'impôt des sociétés. Évidemment, c'est sur la partie du résultat rectifié. C'est sur la partie rectifiée. Je pense qu'il y a quand même... les sociétés en perte sont quand même un sujet particulier, notamment
dans ce contexte-là, Steve. Est-ce que tu peux peut-être donner un petit mot là-dessus Oui, tout à fait. Mais le souci des sociétés en perte, c'est qu'avec cet accroissement de 10%, elles vont subir une seconde infraction. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle du code fiscal qui prévoit qu'en cas d'infraction de minimum 10%, il y a une base minimale d'imposition, finalement, qui est une interdiction de déduction des pertes sur le résultat rectifié. Ouais, et donc, ça crée manifestement une double imposition. En tout cas une double sanction, les 10% et l'interdiction de déduction. Alors, les cours et tribunaux ont réagi face à ça, il y a eu de vives critiques, et on a de la jurisprudence désormais, où les juges ont décidé de réduire l'accroissement, par exemple, à 9,9%. Si je me souviens bien, c'est le tribunal de première instance de Gand, ou encore à 2,5%. Pourquoi ? Pour éviter cette application de la règle du cash-out. Ah oui, c'est ça. Et ça veut dire donc, Steve, que l'administration fiscale a quand même encore la... Enfin, ici, tu as parlé de jurisprudence, mais ça veut dire que est-ce qu'on peut en déduire que l'administration fiscale a quand même la possibilité encore d'aménager ces pourcentages ? L'administration fiscale ne le fait pas, elle considère qu'elle est liée, et donc ou elle applique les 10% ou elle applique 0, c'est ça. Mais elle ne joue pas entre les deux. Elle ne joue pas sur les taux. Donc là, ce sont des décisions jurisprudentielles. Oui, c'est vraiment le pouvoir de pleine juridiction du tribunal, qui le décide, et c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que ce n'est pas dans les textes. C'est assez surprenant en effet, oui. Est-ce que cette décision-là est susceptible d'appel, tu penses ? Il y a eu des appels, et les juges d'appel ont également confirmé le point. Donc ça, sur l'accroissement d'impôts, bonne nouvelle, je dirais, et on voit quand même une volonté aussi, parce que là derrière se cache, je disais tout à l'heure, le droit à l'erreur, mais là derrière, on sent quand même en filigrane cette idée d'essayer d'améliorer la relation entre le citoyen et l'administration fiscale, d'être moins dans une logique de répressive, si le terme est un peu fort évidemment, mais d'être dans une logique beaucoup plus de collaboration, et donc c'est quelque part un peu une ouverture vers voilà, le droit à l'erreur, comme je le disais, mais aussi voilà, de pouvoir collaborer. Et, voilà, une erreur a été identifiée, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit payer plus d'impôts pour ça. Et donc, c'est aussi une phase d'éducation aussi des contribuables, d'une certaine manière, qui est permise. Donc, et ça va de pair avec d'autres initiatives qui sont prises, comme tu le sais, vraiment de tenter de travailler sur le rapprochement entre le contribuable et le citoyen. Et je crois qu'on peut vraiment féliciter cette nouvelle mesure. C'est une avancée positive, avec la nuance de l'infraction qui prend rang, et peut-être une deuxième nuance, c'est qu'en cas de notification d'imposition d'office, cette règle ne vaut pas. Oui, donc je peux te donner un petit mot peut-être sur ce qu'est une notification d'imposition d'office pour nos écouteurs, oui. En matière de procédure... Auditeurs, pardon, et pas écouteurs. Oui. En matière de procédure, l'administration fiscale envoie généralement une demande de renseignement, et si elle n'est pas contente de la réponse, un avis de rectification. C'est ça. Elle peut également, si elle n'envoie pas un avis de rectification, envoyer une notification d'imposition d'office, mais pas dans n'importe quelle circonstance. C'est si le contribuable ne répond pas à temps, par exemple. Si le contribuable ne répond pas à temps, l'administration peut infliger une notification d'imposition d'office. C'est ça. Dans ce cas-là, cette règle ne fonctionnera pas. Et la présomption de bonne foi ne jouera pas. Ah oui, la présomption ne jouera donc pas en cas d'avis d'imposition d'office. Donc ça, c'est vraiment une nuance qui est quand même assez importante. Alors, on a touché ici l'aspect accroissement d'impôts. Je pense que les accroissements d'impôts, pas d'autres nouveautés. Je pense, Steve, sauf erreur de ma part, à mentionner. Par contre, il y a les délais de prescription auxquels je faisais référence dans l'introduction ici. Enfin, là, peut-être, tu peux nous expliquer quelles sont également les nouveautés, mais à la fois nouveautés et pas nouveautés. On revient un peu en arrière. Enfin, je te laisse évidemment expliquer ça plus dans le détail. Tout à fait. Il y a eu un rétropédalage du législateur. On s'en souviendra, à la fin de l'année 2022, des nouveaux délais d'investigation et d'imposition sont entrés en vigueur, mais sans effet rétroactif, avec un nouveau délai de 6 ans pour déclaration semi-complexe et complexe, un nouveau délai de 10 ans pour fraude, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rétropédalage, et le législateur ici va finalement revenir aux anciens délais. Et donc concrètement, que faut-il en retenir ? On va avoir, le texte a été adopté en première lecture à la commission Finances et Budget, donc ce n'est pas encore en vigueur, mais c'est en bonne voie. On va avoir
Le délai de 3 ans, délai d'investigation et d'imposition, qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire qu'ici, en 2025, l'administration fiscale va pouvoir aller jusqu'en 2022, à l'année de revenu 2022, pour rectifier la situation du contribuable. Ce délai, on le connaît. C'est vraiment la situation ordinaire. Délai ordinaire. Rien de spécial. Rien de spécial. On va avoir ce délai de 4 ans en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive. Et donc là, un grand point d'attention pour les contribuables de bien déclarer, de bien rendre leur déclaration fiscale à temps pour éviter l'application de ce délai de 4 ans. Et puis, on a un délai spécial de 5 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il existait déjà. C'est notamment si un contrôle ou une enquête fait apparaître une infraction en matière de précompte mobilier ou professionnel. Et puis, on a un délai pour fraude, délai de 7 ans, qui est le délai en cas de fraude. Si l'administration fiscale souhaite étendre le délai d'investigation à 7 ans, elle doit d'abord notifier des indices de fraude pour investiguer au-delà du délai. Ce délai-là, il va de nouveau être d'application dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc maximum 7 ans. Oui. Alors que tu as dit tout à l'heure que tu n'allais pas couvrir les mesures de 2022, mais c'était quand même bien au-delà des 7 ans. Sauf erreur de ma part, il y avait quand même un délai maximal de... il y avait un délai de 10 ans, pour fraude, mais qui finalement n'est jamais effectivement entré en vigueur, puisque ces délais n'ont pas d'effet rétroactif. C'est ça, voilà. Donc, mais politiquement, on voit quand même une idée d'être revenu sur un délai de 10 ans qui avait été fort critiqué, notamment par le monde des entreprises, parce que je parlais tout à l'heure de sécurité juridique, mais 10 ans, en 10 ans de temps... Il y a beaucoup d'eau qui coule sous les ponts, ne fût-ce que déjà la problématique d'accès aux données, aux justifications, tant pour le contribuable que pour l'administration fiscale elle-même. Tout à fait, et tu parles de ça d'ailleurs, la rétention des informations était passée à 10 ans et va rediminuer à 7 ans, justement pour se caler avec les délais de prescription. Quoi. Tout à fait. Ce qui est tout à fait logique. Tu as parlé du délai de 5 ans. Je sais que tu es très actif dans le domaine du précompte professionnel, notamment, qui est un impôt. C'est un impôt. En tout cas, c'est une retenue spécifique. En quoi est-ce que ce délai est très important pour les employeurs, Steve ? Le délai de 5 ans, il est souvent appliqué par l'administration fiscale pour tout ce qui est infraction en matière de précompte mobilier et professionnel. Plus spécifiquement pour le précompte professionnel, il faut savoir qu'il existe une dispense partielle de versement de précompte professionnel dans certaines circonstances, notamment pour la recherche et développement, pour le travail d'équipe et de nuit. Oui. Et ça, c'est super important pour les entreprises. Pourquoi ? Pour garder une certaine compétitivité. Quand on regarde le dernier rapport de l'OCDE, la Belgique est en tête du podium des pays les plus taxés sur le travail. On est à 52,6%, c'est assez énorme. Et donc ici, avec cet avantage fiscal en faveur de l'employeur, on restaure une certaine compétitivité pour la R&D, pour le travail d'équipe et de nuit. Donc R&D, c'est la recherche-développement. Oui. C'est vraiment l'idée en fait, de pouvoir diminuer la retenue de précompte professionnel sur le salaire d'un chercheur ou d'une chercheuse. C'est ça vraiment l'idée de base de 80%, sur ma part. Oui, c'est exactement ça. En matière de travail d'équipe et de nuit, ça avait été mis en place à l'époque pour éviter la délocalisation de Fort Genk. C'est toujours en vigueur, mais il y a énormément de contrôle dans cette matière-là. Ah oui, c'est ça. Et donc, donc 5 ans, là aussi, c'est un délai quand même déjà assez long, en fait. Parce que lui, Steve, il est d'office d'application, les 5 ans, dans ces deux matières. Précompte professionnel et précompte mobilier. Attention, ça reste un délai spécial. Il est d'application en cas de contrôle ou d'enquête qui fait apparaître une infraction dans cette matière-là. Il y a des petites subtilités. Il y a des subtilités. Oui. Tout à fait. Tu as parlé essentiellement du précompte professionnel. Mais en matière de précompte mobilier, en fait, Steve, est-ce que là, il y a des particularités à mentionner? Parce que, le précompte mobilier, c'est quand même un sujet très, très important. Parce que, de nouveau, pour nos auditeurs, c'est quand même notamment... ce qui permet, c'est notamment la taxation de tous les revenus de l'épargne, notamment par les banques, par exemple. Donc, en tant que les banques sont redevables de retenir le précompte mobilier à charge de leurs clients. Il y a le précompte mobilier sur les dividendes versés par un entrepreneur sur les actions qu'il possède ou elle possède dans
dans sa société. Donc, c'est quand même, le précompte mobilier est loin d'être un impôt négligeable. Et là, est-ce qu'il y a des particularités intéressantes à partager? Oui, je vois deux développements. Le premier, plutôt européen, c'est la directive Faster. Les fiscalistes en ont entendu parler. C'est une directive européenne qui vise à harmoniser les procédures en matière de restitution de retenue à la source, puisqu'un investisseur qui investit dans des actions ou des obligations qu'il reçoit ici en Belgique, il va être imposé finalement deux fois. Il va y avoir une retenue à la source sur les dividendes qu'il va recevoir. Dans le pays de domicile. Dans le pays oui. De la société dans laquelle il a investi. Exactement. Et puis en Belgique, il va également être imposé. Évidemment, il y a des CPDI. Les conventions préventives de la double imposition permettent de diminuer cette double imposition, mais les procédures restent nationales. Et donc ici, l'idée de l'Union européenne, c'est d'introduire une harmonisation de toutes ces mesures pour faciliter l'investissement dans l'Union européenne. C'est ça. Et donc ça, c'est comment on dit en flamand, tout comme cette musique. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on a déjà une idée d'un éventuel calendrier Alors, en principe, pour la fin de l'année 2028, la directive doit être transposée et les règles devraient s'appliquer à partir de 2030. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est ça. Ça, c'est au niveau international. Et là, je pense qu'il y a quand même des discussions quand même sur les délais de restitution de précompte mobilier, discussions qui ont quand même duré pendant des années, mais sur lesquelles il y a eu des développements récemment. Enfin, oui, tout à fait. Je pense que si tu peux nous donner un petit mot là-dessus, c'est assez intéressant, je pense, comme sujet. Oui, ça s'applique tant pour les dispenses de précompte mobilier que professionnel. En effet, mais en principe, le contribuable a 5 ans pour effectuer sa demande de restitution de précompte mobilier. Voilà, en cas, par exemple, de précompte mobilier retenu qui était trop élevé, par exemple, sur l'application d'une base d'une CPDI. Donc, typiquement, un actionnaire non résident qui a le bénéfice d'une réduction du précompte mobilier à 15%, la société débitrice belge aura retenu 30%, mais cet actionnaire non résident peut très bien introduire une demande de restitution en Belgique pour récupérer ces 15%. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est pour expliquer la situation. Oui. Et donc, je te laisse alors continuer sur les aspects de procédure. Et donc, si ceci se passe en 2021, ça veut dire qu'avant la fin de l'année, le contribuable doit agir. La Cour de cassation en 2023, suivie par la Cour constitutionnelle assez récemment, a dit « c'est un délai de prescription pour aller en justice ». Et donc là, il y avait un impact assez important, c'est que d'habitude, ces demandes étaient des demandes administratives, mais on n'allait pas en justice. On attendait la décision de l'administration fiscale et on ne faisait rien. Et ici, la jurisprudence nous dit, attention, si vous n'agissez pas, vous risquez une prescription de l'action. Et donc, l'administration fiscale a réagi, a publié une circulaire en disant, ne vous inquiétez pas, si vous introduisez une action administrative et puis qu'on rend une décision au-delà de ce délai de 5 ans qui est négative et que vous souhaitez aller en justice, on ne demandera pas l'irrecevabilité de l'action. Oui, mais le problème, c'est que ce sont des règles d'ordre public, des règles de prescription. Le juge doit les soulever d'office. Et d'ailleurs, ça s'est passé 5 jours plus tard, où le tribunal de première instance de Bruxelles a dit irrecevabilité de l'action. Et donc là, il faut être super prudent. Et il faut à tout le moins introduire une action à titre conservatoire. Dans les 5 ans. Dans les 5 ans. Même si on a introduit une demande de restitution, entre guillemets, administrative. C'est ça. Et la règle s'applique également pour les demandes de restitution de précompte professionnel, sauf que ce n'est pas l'article 368, c'est l'article 368 par 1. Les auditeurs vont être perdus, mais en tout cas, mais le délai n'est pas le même, c'est 4 ans au lieu de 5 ans. Donc là, ce serait pour une demande de restitution de précompte professionnel en 2022, il faudrait agir fin d'année. Il faudrait agir avant la fin d'année ici, par exemple, tout à fait. Bon, mais Steve, des développements quand même intéressants, parce que ne fût-ce que le dernier point qui intéresse quand même les techniciens de la fiscalité, au moins il y a quelque part une certaine clarification. C'était une discussion quand même qui était qui a duré très longtemps en fait, et qui a créé toujours une incertitude. Et par contre, sur le plan des dispositions, des récents changements en matière de procédure fiscale, je pense qu'on peut dire qu'ils étaient souhaitables parce que probablement que la réforme précédente avait été un peu loin.
autant au détriment du fisc, à mon estime, que du contribuable, parce qu'allonger les délais de contrôle, ce n'est pas non plus nécessairement bon pour l'efficacité aussi des contrôles et la lutte contre la fraude fiscale. Donc, quelque part, je pense qu'être revenu sur des délais raisonnables est probablement une très, 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 très bonne chose. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Ouais, Steve, en tout cas, un grand merci pour ton temps. Et affaire à suivre, puisqu'il y a encore pas mal de lois fiscales qui devraient tomber d'ici la fin de l'année. Donc, on aura peut-être l'occasion de te réentendre sur d'autres sujets. Avec Voilà. grand plaisir, merci. Merci à toi, Steve.